mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. Le nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapluie. C'est fini, c'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast spécial débrief du Tour d'Italie. On se retrouve après ces 3 semaines de course où on a eu du suspense. Ça fait du bien quand même après un printemps où les courses ont été un petit peu cannibalisées et tout s'est joué dans le dernier week-end et l'avant-dernière étape avec l'ascension terrible du Finistère. On va en parler avec mon compère de toujours François-Pierre Noël qui est avec moi. Salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, ce Giro, tu en as pensé quoi ces 3 semaines? C'était quand même plutôt plaisant, du début à la fin. Oui, c'était plutôt plaisant, effectivement. Alors, on l'avait dit avant, voilà, quand on parlait de ce Giro, c'est le parcours qui était assez curieux parce qu'il nous rappelait un peu les anciens parcours avec, on va dire, tout mis au chausse-pied à la fin pour la montagne en dernière semaine. Mais au final, voilà, il y a toujours eu quelque chose qui s'est passé. C'était assez intéressant, que ce soit pour tous les types de coureurs. Puis on a forcément eu un Giro assez ouvert parce qu'en fin de compte, avec tous les abandons, voilà, ça nous a permis d'avoir une course encore plus ouverte que prévu et avec un podium surprise. Alors même si moi je croyais beaucoup en Carapace déjà à l'époque quand on parlait de ce Giro, mais c'est vrai que voir Simon Yates remporter ce Giro et surtout Del Toro deuxième, alors je dis pas qu'ils viennent de nulle part, mais c'est pas ça qu'on attendait forcément. Alors Del Toro, je te l'avais quand même un petit peu annoncé dans les 1 étoile, tu te souviens? Tout à fait, oui, mais pas forcément vainqueur, tu sais. Bien évidemment. Mais je t'avais dit, on sait jamais avec UAE si, ça travaille pour Juan Ayuso, Isaac Del Toro sera pas forcément très loin du top 5-10, quoi, tu vois. J'imaginais un peu là. Et puis c'est vrai que finalement, sur ce Giro, t'en parlais. Alors tu parles de la montagne mis au chausse-pied sur la fin, sur la haute montagne peut-être, mais finalement, ce parcours, il y a eu plein de petits reliefs pendant les 3 semaines qui ont fait que le général s'est quand même dessiné assez rapidement. On a retrouvé, on va dire, les 15 premiers du général de la fin. À la moitié de la deuxième semaine, à la moitié du Giro, on les avait déjà les 15 premiers, même à la fin de la première semaine, plus ou moins quand même. Oui, mais après, je te parlais, il y a eu quand même pas mal d'abandons aussi, donc il y avait beaucoup de coureurs qui ont aussi joué avec ça, aussi avec les échappées. Donc oui, certes, alors il y a dans les 15 premiers, si tu prends ça, par exemple, je pense à Nicolas Prodhomme, il était pas forcément dedans, tu vois. On a eu un Davide Piganzoli qui a tradé un petit peu aussi. Je suis d'accord et d'accord et pas d'accord avec toi, d'accord dans le sens où le top 25, on voyait les 25 meilleurs coureurs, ça j'entends bien. Après, voilà, il y a quand même eu beaucoup d'abandons qui ont fait que beaucoup d'équipes aussi ont dû changer leur stratégie. Et ça a beaucoup perturbé ce Giro. Voilà, entre Roglic, Ayuso, les abandons, Ciccone, Landa dès la première étape. Enfin, je veux dire, ça a bouleversé très vite. En fait, je te dis, entre Quick-Step qui se retrouve sans leader dès la première étape, Roglic on voyait pas, qui était pas forcément à 100%, mais qui montait bien, puis d'un coup, voilà. On saura jamais s'il était dans la gestion. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. On pourra pas trop savoir où il en était. A priori, là, ce qu'on sait, c'est qu'il a pas de blessure, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Donc, voilà, a priori, pas de blessure importante en tout cas. Et voilà, entre Ayuso aussi qui avait très mal au genou et qui s'est retrouvé avec un œil gonflé comme une poire ou comme une orange, je sais pas comme vous voulez, mais voilà, qui a pas eu de chance. Je veux dire, il y a eu quand même beaucoup de faits de course qui ont influencé ce top 10. Alors, top 10 qui est très très honnête, au final, mais c'est vrai que je pense qu'il manque 5-6 coureurs là-dedans, quoi. Après, je regarde la liste des abandons, je les ai sous les yeux. Ces abandons, ils sont 25 au total. 25 abandons. Alors, je sais pas combien exactement il y avait de coureurs au départ. 25 plus 159 à l'arrivée. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, ça fait 180 dans les 184. Exactement. Ouais, tu t'en parles. Roglic, Ciccone, Landa, Ayuso, Fretin qui a abandonné, Jevine, Jay Hindley. Voilà, Marco Brenner sur la fin. Donc c'est vrai que ce sont des abandons importants. On en parlait, Ciccone, Roglic, Landa, Ayuso, c'est 4 des gros noms
de ce Giro, mais au final, malgré les abandons, on en parlera dans les tops et les flops. On a une toute première semaine qui est animée par les Lidl Trek avec Vacek qui a explosé aux yeux du monde entre guillemets, mais tu vois, aux yeux du grand public. T'as des mecs, on a eu des défaillances de Van Aert et puis l'étape des chemins blancs où il se remet. Mats Pedersen qui a laissé éclater son talent aussi aux yeux du public, même si on connaît son talent depuis longtemps, mais tu vois, il a vraiment impressionné. Donc je trouve que ce Giro est quand même équilibré du début à la fin, et en fait ça me fait marrer parce que je trouve qu'il y a toujours un décalage entre les grosses critiques qu'il y a avant un tour et ce qui se passe pendant, en fait il y a des rebondissements chaque jour. Et j'entends déjà des critiques sur le prochain Tour de France qui va arriver là en juillet. Mais en fait, c'est les coureurs qui font la course. Enfin, c'est une maxime qu'on rappelle en permanence. Mais au final, c'est quand même eux qui te font la course. Et les parcours, tu peux mettre le parcours que tu veux. Si les gars, ils ont envie de se mettre une peignée en première semaine, ils se le font. Et tu peux mettre le spectacle que tu veux. S'ils n'ont pas envie de se mettre une peignée en première semaine... Bon, ben voilà, on se souvient du Tour de France l'année dernière où il y a la montagne après 4 étapes. Et la deuxième semaine, tu t'emmerdes. Ça d'accord, oui, je partage ton avis là-dessus. Après, il y a quand même un truc, c'est que le parcours fait quand même des choses dans le sens où, par exemple, moi je suis critique parce que je viens du nord de la France et puis quand je vois les étapes qui ont été proposées, c'est vraiment pas terrible. Je pense que quand t'es dans certaines régions, t'as la matière à faire mieux. On sait pourquoi il y a pas les pavés. Je maintiens ça encore une fois, c'est que quand t'es dans le nord et que t'as pas d'étape pavée, enfin en tout cas pas une grosse étape pavée, c'est pas normal. Et après, oui, effectivement, tu peux me dire, c'est les coureurs qui font la course, mais si t'as une étape pavée, ah bah là, je peux te garantir que la course, elle va se faire toute seule, hein, tu vois. Donc c'est des choses comme ça. Tu peux quand même aider la course aussi à certains moments. Encore une fois, est-ce qu'une étape pavée est légitime au tout début d'un grand tour? Peu importe, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ce parcours, ce genre d'étape-là te joue quand même quelque chose. On l'a vu avec l'étape des chemins blancs à Sienne. C'est pareil, ça a joué. Tu vois, il y a des coureurs qui ont lâché, qui ont décroché, qui se sont fatigués. Enfin, c'est quand même des étapes clés qui font quelque chose et qui provoquent quelque chose dans la course. Après, toutes les étapes ne le font pas. Pour toi, l'étape des chemins blancs, ça a sa place dans un grand tour? Mais moi, je suis pas contre. Encore une fois, un grand tour, pour moi, tu dois être polyvalent. Parce que vraiment, les chemins blancs, ça fait partie de l'Italie, mais c'est comme en France aussi. On l'a fait, c'était l'année dernière en fait, ou il y a 2 ans, je sais plus, la victoire de Turgis. L'année dernière. C'est l'année dernière. Hein. Pareil, il y avait aussi des chemins blancs. Et enfin, en tout cas, moi je trouve que ça a sa place à partir du moment où tu vas dans une région, t'estimes que c'est la culture de cette région, il y a ce parcours-là, c'est intéressant, ça peut provoquer des choses dans la course, provoquer justement du suspense aussi, parce que ça permet peut-être à un leader d'être décroché, de changer quelque chose au classement général. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Voilà, c'est mon avis. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. En mettre tout le temps, non, mais en mettre quelques-uns, oui. Je suis entièrement d'accord avec toi sur la spécificité des régions. J'ai réussi à le placer en une fois. Et quand on passe dans le nord et qu'on n'emprunte pas de pavé, en étant aussi proche de secteurs. Alors, quand je dis qu'on n'emprunte pas de secteur pavé, il n'y a pas le Mont Cassel qui est quand même au programme du Tour tout à fait, cette année. Il y a le Mont Cassel, voilà. Il y a le Mont Cassel, c'est un peu un clin d'œil au pavé. Mais après, bon, ils ont voulu peut-être se faire un début tranquille, sachant qu'il y a quand même quelques étapes dans la première semaine où ça va être pour puncher. Ils en ont disséminé pendant des petits coups de cul de puncher pendant tout le tour. On pense forcément à l'étape des Champs-Élysées. Ça d'ailleurs c'est tombé pendant le Giro. L'étape des Champs-Élysées où il y aura le passage par Montmartre à 3 reprises. Ça c'est une nouveauté. En fait on est là aussi, c'est une petite parenthèse, on est là aussi dans les spécificités de Paris. C'est 1 an après les JO, il y a Montmartre, on a l'occasion d'y passer. Et puis, en fait, on peut aussi faire la course à la 21e étape, non, FP? Ah oui, non, ça. Alors moi, ça me choque pas, ça. Après, encore une fois, moi, je suis pas attaché au sprint aux Champs-Élysées comme des coureurs le sont visiblement et d'autres suiveurs. Moi, franchement, même il me dirait demain, on fait l'arrivée à, je sais pas, à Bordeaux, tiens, ça me choquerait pas. Enfin, tu vois, moi, je suis pas attaché à dire, il faut finir à Paris. Très bien à Bordeaux. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que je suis pas attaché. Moi, je trouve que le parcours Tour de France, si à partir du moment où on se dit que le départ peut se faire à l'étranger, pourquoi il serait tout le temps à Paris à l'arrivée? Alors oui, il y a le symbole, j'imagine qu'il y a le business, etc. C'est autre chose. Mais je veux dire, moi, ça me manquera pas de se dire, on passera pas sous la Tour Eiffel ou à côté de la Tour Eiffel, pardon, et après des champs. Après, c'est la vue des Champs-Élysées qui est quand même assez mythique en France. Là où t'as pas ce genre d'avenue, par exemple, dans les autres pays, quoi. Non, d'accord, mais je veux dire, ça me choquerait pas. On l'a fait l'arrivée, c'était l'année dernière à Nice, c'était très bien. Oui.
cas de force majeure avec les Jeux Olympiques. En termes de coup de cul sur le Tour de France, il y aura notamment l'étape à Toulouse avec un mur dans le final, alors que normalement quand on arrive à Toulouse c'est plutôt tranquille. Bon bref, voilà, les parcours sur les coureurs qui le font. Donc sur ce Tour d'Italie, tu le noterais combien toi? Je veux dire la note générale. Ouais. Moi j'ai apprécié, je dirais un bon 15, c'était très correct. Moi il y a eu des étapes très très bien. J'ai trouvé que pour le coup, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le côté offensif de beaucoup de coureurs. Donc c'était assez intéressant. Tu vois, un petit peu ils ont joué all-in beaucoup de fois, certains, à tous les niveaux. Alors peut-être que peut-être pas au niveau de la course au maillot cyclamen, avec Mats Pedersen, qu'on a vite compris en première semaine qu'il allait le remporter. Mais je veux dire que ce soit même le maillot Azzurro avec Fortunato. Bon, oui, mais je veux dire le maillot Azzurro quand même. Alors ça d'accord, mais je veux dire le maillot Azzurro, il a été le chercher, je veux dire de manière offensive. Il a fait beaucoup d'échappées. Il a réussi à battre. Alors que Pedersen, il était très offensif, mais je veux dire assez vite on a compris que c'était lui qui allait le remporter. Ça, on n'en avait rien, sa capacité à être très fort et puis à remporter ces 4 étapes, ou 3. Alors 4. d'ailleurs, moi, et ça tombe bien que t'en parles, parce que moi il y a un truc qui me fait penser au Tour de France, c'est le barème des points. Et je trouve que le barème des points du Tour d'Italie, il fait beaucoup dans le classement de la montagne, notamment, où ça encourage les coureurs offensifs. Ah oui. Le barème des points a été revisité au Tour de France il y a une bonne dizaine d'années, et tu retrouves maintenant pratiquement plus aucun baroudeur grimpeur en maillot à poids. C'est très rare. C'est maintenant polarisé par les grands leaders, où finalement si tu remportes le général ou si t'es dans les 2 premiers, t'es très proche d'avoir le maillot à poids. C'est vrai. Et aussi il y a un truc moi que je trouve intéressant, donc c'est pas forcément dans le barème de points du classement du maillot vert au Tour de France. Bon voilà, il y a un sprint intermédiaire au milieu, il y en a plus 3 dans l'étape, il y a aussi maintenant des sprints bonification et il y a l'arrivée, et je trouve que le classement des sprints intermédiaires justement, je trouve que c'est quelque chose qui aurait sa place aussi sur le Tour de France. Ça y est, sur le Tour d'Italie, je cherche le terme, les metavolente sur la Vuelta. Oui. Voilà, je trouve que ça a sa place. Voilà. Peut-être aussi le classement de la Fuga avec le nombre de kilomètres à l'avant. Mais je pense que le Tour de France pourrait s'en inspirer. En avis général. Je mets 14-15 aussi à ce Tour d'Italie. J'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le regarder. Donc voilà, je pense qu'on a fait une bonne introduction sur ce podcast spécial Giro. On va quand même commencer par redonner le classement général, le final de ce Tour d'Italie avec la victoire de Simon Yates. Avec 3,56 d'avance, alors qu'ils étaient en 30 secondes au début du dernier week-end. 3,56 d'avance sur Del Toro, 4,43 sur Carapaz, le podium donc de ce Giro. Derek G, 4ème, qui confirme son bon Tour de France de l'année dernière où il avait fait top 10. Caruso 5, toujours aussi régulier. Pellizzari 6 avec une remontée sur la dernière semaine après l'abandon de Primoz Roglic. Bernal qui a énormément tenté, qui fait 7. Rubio 8, là aussi pas mal, top 10. Brandon McNulty en équipier 9ème, et Michael Storer pour la Tudor qui accroche la 10ème place. Le meilleur français, c'est Nicolas Prodhomme, 15ème, qui a fait un Giro très régulier, mais qui a très bien terminé ce Giro. Il avait fait un très bon Tour des Alpes avant avec une victoire d'étape. On s'en souvient, c'était en échappée avec Paul Sexas, si je me trompe pas. Non, tout à fait, tu as raison. Exactement, Paul Sexas qui avait laissé la victoire à Nicolas Prodhomme, donc 15ème au final, très bien. Romain Bardet pour son dernier grand tour termine 26ème, il aura tenté, Romain Bardet, il aura la dernière danse, The Last Dance sur le Dauphiné. Dans quelques jours, on fera un podcast spécial Dauphiné aussi, parce que c'est la piste aux étoiles avec Pogacar, Vingegaard et Evenepoel au départ, mais pas Van Der Poel qui a chuté en VTT. Maillot cyclamen, Pedersen, grand vainqueur devant Olaf Koy et Wout van Aert. Maillot Azzurro de la montagne avec Fortunato devant Scaroni et Prodhomme. Le meilleur jeune, c'est Del Toro devant Pellizzari et Max Poole. La meilleure équipe, c'est forcément les UAE devant la Bahreïn, qui est la seule équipe à moins d'une heure, 58 minutes 40, et Visma Leaseback 3ème. Voilà, avis, plutôt classement. Les classements de ce Tour d'Italie. L'homme de ce Giro, c'est Simon Yates, on va commencer par lui forcément. Le vainqueur de ce Giro, c'est la première fois qu'il remporte le Tour d'Italie, mais c'est son 2e grand tour, parce qu'on se souvient, il y avait le Tour d'Espagne, la Vuelta, c'était en 2018. Avant que Roglic gagne tout. Exactement, avant que Roglic ne mette la main sur la Vuelta, c'est le dernier vainqueur avant Roglic et Evenepoel. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, exactement. Et donc, qui remporte ce Tour d'Italie. Oui, alors, moi, je trouve qu'il a joué vraiment à l'expérience, en fait. Et Simon Yates, c'est rigolo parce que c'est vraiment le coureur. Alors, tu vois,
il y a des vainqueurs comme ça. Moi, il me fait penser, enfin, c'est ça, ce vainqueur-là où tu t'attends vraiment pas à ce qu'il gagne. Tu sais qu'il va faire top 10, top 5 sûrement d'ailleurs, ou même podium. Ça, oui, t'es assez confiant là-dessus. Tu le vois toujours près, mais pas tout près des premiers. Chaque fois, il décroche. C'est pas le meilleur. Mais en fait, c'était le plus malin. Et c'est ça qui est rigolo parce qu'en fait, pour une fois, c'est clairement pas le meilleur grimpeur, en tout cas celui qui a fait la meilleure impression en montagne, et c'est lui qui remporte quand même le Giro parce qu'il a été plus malin, parce qu'il a eu des faits de course favorables, et puis une gestion catastrophique du AE lors de la dernière étape avant Rome à Sestrières. Donc vraiment voilà, moi je trouve que c'est pas forcément le plus fort qui a gagné, mais c'est le plus malin, et c'est pas pour ça que c'est le moins mérité. Alors c'est un peu l'éloge de la patience aussi pour Simon Yates, parce que alors, on se souvient que quand il est arrivé chez les professionnels, il y a 12 ans maintenant, chez Orica Greenedge, il arrive avec son frère Adam Yates, c'est les grands cracks du cyclisme britannique, avec on arrive c'est la nouvelle génération britannique, après les Wiggins et les Froome qui ont explosé, on voit les frères Yates arriver, c'est lequel, il y en a bien un qui remporte le Tour de l'Avenir, non, il me semble. Si oui, je me trompe alors, je sais pas, je crois pas que ce soit lui, je crois que c'est Adam. C'est Adam. Bon, bref, je vais regarder ça. Adam Yates qui fait deuxième. Ah non, il fait deuxième du Tour de l'Avenir en 2013. Tiens, okay. Derrière un Ruben Fernandez. Bon, voilà, comme quoi, on retient pas forcément toujours les vainqueurs. Clair. Et Simon Yates avait fait dixième de ce Tour de l'Avenir en 2013. Mais c'est vrai que ils explosent. Et en fait, Simon Yates a toujours été régulier, tout comme Adam Yates. Ils ont toujours été très réguliers. Et en fait souvent placé mais rarement vainqueur, et Simon Yates c'est quelqu'un qui, tu l'as dit, dès que tu le vois au départ d'une grande course, tu sais que ça va pas être très loin du top 5, ça va toujours être à ce moment là, et en fait ce qui est marrant c'est que à cet endroit là, et ce qui est marrant c'est que en fait Simon Yates c'est un peu sur ce Giro, quand tu vois l'équipe Visma Leaseback au départ, tu te dis c'est un peu le cadeau fait à l'équipe, à Simon Yates, pour dire tu sais quoi, parce que tu vas devoir travailler pour Vingegaard après pour le reste de la saison, donc profites-en maintenant pour tes 3 semaines, montre-nous de quoi t'es capable, et au final ça a quand même mis au fond. Et cette équipe Visma Leaseback, elle n'était pas du tout orientée, et j'en avais parlé avant le Giro, elle n'était pas du tout orientée à gérer un classement général. Wout van Aert, Eduardo Affini, Wilco Kelderman, Olaf Koy, Steven Kruijswijk, Bart Lehman, Dylan van Baarle, Simon Yates. C'est costaud, mais tu te dis qu'il y a quand même 2 groupes entre les sprinters, enfin le groupe pour entourer Olaf Koy. Tu te dis que Wout van Aert normalement est censé cannibaliser pour l'équipe Visma Leaseback le début de Giro, prendre le maillot rose, il a été absent, et Simon Yates, voilà, je voyais un peu son coup au général, et au final, et c'est lui qui termine le mieux ce Giro, parce que il a été régulier, mais on le voit notamment, c'est l'arrivée au sommet où il y a les 2 Astana qui font doubler, faut que je me remémore ça, c'est l'étape de San Valentino, c'est le tout début de la 3e semaine, et c'est lui qui fait exploser le peloton des favoris, c'est son accélération qui met dans le mal Isaac Del Toro notamment. Ouais, c'est vrai, donc en fait c'est l'éloge de la régularité, de la patience, et il l'a mis au fond. Ouais, puis surtout il a pris le maillot rose au bon moment, quoi. C'était le meilleur moment pour le prendre, il a été tranquille. Mais il a porté une étape. Exactement, il a porté une étape, et alors faut se dire que pour son Giro, Simon Yates, c'est globalement sur tout le début de Giro, il sort pas du top, alors je crois qu'à part la première étape où il est 21ème, il est toujours dans le top 15. Après il fait même le top 5, une grosse partie les 2 dernières semaines, et pour finir premier. Donc non, franchement, bravo Simon Yates, c'est brillant. Moi je suis bluffé aussi parce que même dans cette étape, parce qu'elle est forcément liée, on est obligé d'en parler maintenant de cette étape au Finisterre, qui arrive à Sestrières, c'est que il attaque au bon moment, mais en fait, oui, il a ce fait de course, mais malgré tout, il creuse un gros écart. Donc, on oublie aussi de dire qu'il fait une montée exceptionnelle au Finisterre, parce que franchement, il bat le record de la montée. Il bat le record de la montée. Mais je veux dire, voilà, mais on oublie aussi ça, parce que au-delà d'avoir joué aussi, que Del Toro a joué, il a perdu avec Carapaz pour rattraper Yates. C'est aussi lui qui fait une montée exceptionnelle, parce que même si évidemment au début de la montée il se fait lâcher sur les attaques de Carapaz et de Del Toro, alors, voilà. Il se fait lâcher ou il lisse son effort, parce qu'il sait que le Finisterre est quand même il lisse son effort, parce qu'évidemment tu vois bien qu'il veut pas répondre à cette attaque, et puis il a l'expérience, mais est-ce que
si Carapaz ou Del Toro, après c'est toujours des si, mais il le rattrape Yates et il ne le laisse pas partir, est-ce qu'il tient vraiment autant de temps? Est-ce que justement il est capable d'attaquer? Je ne crois pas, mais c'est juste que il attaque, on le laisse partir, et là par contre il fait une très belle montée. Après, est-ce que tu es galvanisé aussi parce que tu te dis il y a quelque chose à jouer, et qu'au fur et à mesure tu gagnes les secondes, 1 minute, et tu te dis purée, je suis à 1,20 de retard, il me laisse partir, ok, c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il y a un peu de ça, mais en plus derrière avec la tactique de récupérer Van Aert en descente, enfin il avait tout pour lui, tout s'est aligné pour Simon Yates, bravo à lui. Bah, au départ de l'étape, il avait 1 minute 21 de retard au début de l'étape, Simon Yates. Parce qu'il y avait eu aussi, j'avais dit 30 secondes, mais c'était avant la victoire. Oui. On se souvient de Del Toro, où il y a Bardet qui fait deuxième et Carapaz troisième. Et je pense d'ailleurs que ça l'a aidé aussi, parce que s'il avait 30 secondes comme Carapaz ou 40 secondes comme Carapaz, je pense qu'il le laisse pas partir comme ça. 1,20 pour eux, ils se sont peut-être dit aussi, 1,20, faut aller le chercher, quoi, 1,20. Et même d'ailleurs nous-mêmes, quand on voit, quand il part, on se dit, bon, il laisse partir, a priori, ça devrait aller autour de 30 secondes, il pourra prendre peut-être 45 si vraiment il est dans une grande forme, mais qui a pensé à ce moment-là que Simon Yates renverserait le Giro et prendrait 5 minutes d'avance? Oui, alors déjà il revient seul sur le duo, oui. Ça c'est une première chose, et après c'est vrai qu'il attaque, et puis la tactique, avec Wout van Aert, en fait on a retrouvé un peu Wout van Aert, le Wout van Aert qu'on adore, qui est capable de se sublimer sur les étapes de montagne, qui est un énorme talent. Je suis très frustré de son début de Giro, mais il avait été malade avant le Giro, donc il n'arrive pas en énorme forme, mais tu vois qu'il retrouve ses jambes sur la fin, et on n'oublie pas qu'au sommet du Finestré, il y a 30 bornes avant l'arrivée, et que le long faux plat pour aller à Sestrières, à chaque fois qu'il passe par là, si t'as pas un équipier avec toi, t'es mort. Et cet équipier qui est Wout van Aert, c'est la pièce idéale justement pour aller creuser cet écart entre la descente du Finestré et la montée et l'arrivée à Sestrières. Parce qu'il y a tout ce travail-là qui est monumental après le Finestré, où c'est impossible à rattraper pour Carapaz et Del Toro. Ils ont 1,30 au sommet, ils ont déjà perdu le Giro. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais après, moi, c'est l'attitude de Del Toro. Alors, je sais pas si on peut faire un lien déjà avec aussi la tactique UAE. L'erreur du UAE. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur Simon Yates, qui est un vainqueur super. On va voir. Apparemment, il est annoncé quand même sur le Tour de France, au service de Jonas Vingegaard. Donc, on va voir. Je pense que ça va être une belle armada face à armada, UAE contre Ismail The Bike. Mais ça va être très intéressant. On va passer maintenant sur le Del Toro et Carapaz. En fait, on peut pas les délier. Non, mais moi je délie dans le sens où Carapaz, il fait ce qu'il peut, et je pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il n'a rien à se reprocher. Vraiment, il perd le Giro, mais il a essayé. En fait, moi sur Carapaz, qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Rien. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a pas réussi à décrocher Del Toro. Ok, ouais. Est-ce qu'il aurait dû aller chercher aussi Simon Yates? Moi, je pense pas. C'est pas son rôle. Et en plus, on parle de Carapaz. C'est pas lui qui est maillot rose. Non, d'accord, mais Carapaz, il a déjà remporté le Giro. Il est pour l'instant deuxième. Ok, il a fait énormément d'attaques au début de la montée du Finistère. Et derrière, faudrait qu'il aille chercher en plus Yates à la place de Del Toro. Non, moi, franchement, il a rien à perdre à ce moment-là. Certes, mais il a quand même déjà gagné ce Giro. Pourquoi il irait le chercher à ce moment-là? Autant jouer avec Del Toro. Et c'est Del Toro qui fait la grosse erreur. Comment ça se fait qu'à ce niveau, alors moi on me dit toujours il est jeune. Ah, parce que chez le cyclisme dans les jeunes, quand tu es premier, t'es avec le deuxième du général, tu dois laisser partir le troisième. Je veux dire, tactiquement ça n'a aucun sens. Et je sais pas qui était dans son oreille. C'est lunaire. Et pareil, UAE qui justement, je me permets, on va élargir. Dernière chose, UAE qui envoie personne aussi devant. Alors je sais que c'est pas la tradition maison, mais dans une étape comme ça, ils sont capables d'envoyer un coureur devant. Maïka, je sais pas qui on pouvait envoyer, mais tu pouvais avoir quelqu'un, parce que là, en fait, ce qui est hallucinant, c'est que même si Del Toro, par exemple, imaginons il y avait 2 minutes à boucher sur la descente, où avoir un coureur devant qui s'arrête et qui attend Del Toro, ça pouvait servir également à n'importe quelle situation. Comment ils ont pas pu penser à ça? L'erreur vient de Del Toro, certes, mais UAE est grandement responsable, en tout cas l'encadrement. Problème, c'est que envoyer quelqu'un à l'avant, tu peux envoyer que Igor Arieta. Parce que t'as Baroncini qui te fait le travail. T'as quand même le maillot rose à gérer. Bon, t'as le maillot rose à gérer, donc t'as Baroncini qui fait le travail sur le plat jusqu'au pied du Finestré. Il y avait pratiquement 200 bornes, mais tu peux pas envoyer Maïka, parce que Maïka, tu sais que c'est l'homme de confiance en montagne. Il était dans le top 15, Adam Yates il était dans le top 10, McNulty était dans le top 10 aussi.
Donc en fait c'est très compliqué d'aller envoyer. C'est ça en fait le problème aussi quand t'as un collectif qui est si fort que ça, c'est que derrière, pour faire un coup tactique, et en fait c'est là où ça tombe bien que tu parles des UAE, parce que pour moi le fautif Del Toro, pas Del Toro, ok, mais UAE a encore brillé par sa nullité tactique. Et très sincèrement, on voit que, et c'est pareil, quand Pogacar n'est pas au top, il faut avoir du sens tactique. Et Pogacar, eh ben, une fois qu'il est sorti de son schéma, j'attaque, j'écrase les pédales et je l'emporte. Le sens tactique est quand même assez limité. On parle de très haut niveau à très haut niveau assez limité. Et les UAE, tactiquement, ben, mis à part faire un train et faire un lead-out pour que le leader attaque ensuite, ben, ils savent pas faire grand-chose de plus. Et c'est là où tu vois que Visma Leasebike a quand même une petite culture des classiques, notamment, c'est que bah, le fait d'avoir Wout van Aert à l'avant et de s'en servir en relais à l'avant, ils s'en servent très bien. Les UAE, bah oui, je suis d'accord avec toi, grosse erreur FP de ne pas avoir mis quelqu'un dans l'échappée, mais les options étaient limitées parce que tout le monde était placé au général, mis à part Baroncini, je l'ai dit, qui a travaillé sur le plat, et Igor Arrieta qui était un peu la seule solution. Mais les UAE se sont tirés une balle dans le pied, et sincèrement c'est pas la première fois qu'on voit les UAE se tirer une balle dans le pied. Ah non. Quand tu sais, c'est un peu quand le coq n'est pas là, derrière c'est un peu la foire. Mais quand Pogacar est pas là, et c'est pas la première fois qu'on le voit chez eux, c'est le bordel entre Almeida, entre Ayuso, entre Del Toro, et ils savent pas, en fait ils savent pas gérer les égos. Après c'est compliqué avec autant de bons coureurs aussi. Alors c'est vrai que, est-ce que c'est une question d'ego, est-ce que c'est une question de tactique, je sais pas, mais et tu construis ton collectif autrement dans ce cas-là. C'est vrai, non, c'est assez juste. Alors il faudra savoir pourquoi, mais malgré tout, parce qu'en plus Del Toro, alors est-ce qu'il avait aussi des jambes pour suivre Yates, on le saura vraiment jamais, mais c'est moi ce que je trouve aussi un peu anormal. Alors après c'est aussi la réaction à chaud certes, mais l'interview après qu'il donne aux médias, c'est assez lunaire quoi, en disant bah oui il avait qu'à rouler Carapaz, je sais pas quoi, mais attends, enfin. C'est toi qui es malheureuse, mon gars. Oui, gamin. déjà, et t'as 20 ans, il a 21 ans, tu peux gagner un grand tour, enfin, je sais pas, perd les armes à la main, je veux dire, là, en fait, ce que je pense le plus frustrant pour lui, c'est de perdre sans avoir vraiment combattu, tu vois. Et ça, c'est le pire, je pense, pour un coureur. Ouais, je sais pas, ou alors, lui, enfin, c'est. Je connais pas, hein. Est-ce qu'il n'y a pas l'arrogance du jeune en disant de toute façon t'inquiète pas moi mon petit je vais en gagner d'autres. J'en gagnerai quoi qu'il arrive. Si tu penses comme ça c'est dommage parce que surtout là pour l'instant avec les monstres qu'il y a tu vas pas en gagner souvent pour le moment, puis attention derrière ça pousse également, donc puis même dans son équipe entre les Pablo Torres qui arrivent, les jeunes espagnols à la UAE, puis j'en oublie d'autres aussi dans d'autres équipes, je veux dire il faut être sacrément confiant s'il pensait comme ça hein. Je sais pas, après c'est qu'une supposition, j'en sais rien du tout. En fait c'est un peu comment dire, la guerre la guerre Del Toro Carapaz, c'est un peu la guerre de alors, pas réellement sur vélo parce que Carapaz a été le coureur le plus offensif du Giro pour moi avec Egan Bernal, mais c'est un peu la fougue de Del Toro contre la froideur de Carapaz, mais dans la gestion dans la gestion tactique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, c'est la réaction d'après à la ligne. On a un Carapace très fermé, très froid, contre un Del Toro qui en fait est un peu en mode bon, de toute façon, t'inquiète. Hein. Ok, je fais 2. Moi, de toute façon, je m'attendais pas au départ du Giro. J'étais pas là pour faire 1, 2 ou 3. J'étais là pour travailler pour Juan Ayuso. Mais au final, j'aurais quand même accroché podium. Donc, est-ce qu'il y a ça? Il y a ce détachement, tu vois. Donc, au final, Del Toro. C'est le reflet de la nullité tactique des UAE sur ce qui s'est passé au Finistré, parce que derrière on peut élargir avec la gestion de Juan Ayuso sur ces 3 semaines. Sincèrement Juan Ayuso oui ok il était leader des UAE. Moi je sens pas une équipe qui est ou alors c'est Ayuso qui est problématique, mais moi je sens pas une équipe qui est totalement derrière Juan Ayuso. Hein. Non, ça c'est vrai. Bon après on se rappelle quand même de ce qui s'est passé avec Juan Ayuso l'été dernier au Tour de France où il y avait des gros problèmes. Et Joao Almeida également. Donc voilà, c'est vrai que les égos à UAE révèlent au grand jour des problèmes, et à voir ce que ça va donner pour la suite. Et est-ce que Juan Ayuso se voit pas trop beau? Il me semble que c'est
Ayuso, c'est pas la même génération que Pogacar? J'aurais dit plus jeune quand même, un poil plus jeune malgré tout. Hein. Je pense qu'il doit avoir 2-3 ans de moins, je pense au moins, hein, si c'est pas plus. Ayuso 22 ans, donc non, c'est pas la même génération c'est pas la même génération que Pogacar, absolument pas même. Mais je sais pas, est-ce que Juan Ayuso se voit trop beau, se voit comme bon après, c'est toujours le problème. Je pense qu'en fait il y a une lutte interne pour être le numéro 2 en fait derrière AUE derrière Pogacar. Il y a une lutte interne entre Ayuso et Almeida. Et je pense que Ayuso a tellement voulu prouver sur ce Giro qu'en fait il s'est perdu quoi. Alors après il n'est pas facilité par ce qui s'est passé mais ouais c'est bon voilà, il y a il est quand même longtemps sur le podium jusqu'à son problème de genou avec l'infection des points de suture et compagnie. Bon, oui, voilà, il est pas, si tu me le permets, il est pas châteux quoi. Le reste du temps, c'est quand même un top 10 mondial. Il remporte le Tirreno, il fait 2e du Tour de Catalogne. Bon, moi j'espère qu'on va voir ce que va faire Pogacar. Hein. Mais si Pogacar décide de faire la Vuelta, Ayuso, il va l'avoir. Ah oui, bon voilà. Baba, après, il avait le Giro, contrairement à Almeida, donc c'est ça aussi la différence. On lui a offert la possibilité d'être leader dans un grand tour, donc dans ces équipes-là, il faut la saisir la chance, sinon trop tard. Il n'y a pas beaucoup de chance. Hein. Exactement. On rappelle que son contrat court jusqu'à 2028. Hein. Beaucoup disent, allez, faut qu'il parte, Movistar. Il peut. Dans le monde jusqu'à 2028. Mais dans le monde du vélo aujourd'hui, tu peux maintenant acheter les contrats, donc c'est plus interdit. Déjà avant. Oui, enfin, je pense que le contrat d'Ayuso, il fait mettre la clé sous la porte à Movistar. Movistar, peut-être pas Movistar, mais visiblement Astana était intéressé. Alors, il faudra voir à quel point, mais je veux dire, avec leur nouvel actionnariat chinois, peut-être qu'ils ont l'argent nécessaire pour racheter ce contrat. Alors, peut-être pas, mais en tout cas, Vinokourov avait l'air de dire que s'il était intéressé, Astana pouvait y aller. Sachant que Astana sera très certainement en World Tour la saison prochaine. Ah oui, là, continue leur moisson de points UCI. Il n'y a plus trop de doutes, là, je pense. Ouais. T'as pas remarqué le tacle contre Cédric Vasseur dans l'émission Bistro Vélo d'Eurosport Alors non, j'ai pas regardé l'émission Bistro Vélo. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils réagissent sur ils le font réagir sur le duel à distance. Et Cédric Vasseur avait été invité de Bistro Vélo, je crois que c'était en début de saison, en disant qu'il allait se maintenir en World Tour, que ça allait le faire. Bon, sauf que en fait, je pense que Vinokourov, il a dû l'entendre. De toute façon, tous les managers entendent tout ce qu'ils disent sur les podcasts et sur les émissions, notamment Eurosport qui est la chaîne de vélo de référence. Et Vinokourov a réagi à un moment donné en disant que certains se croyaient maintenus et qu'au final ça joue jusqu'au bout quoi. Oui, donc Astana, oui bien sûr, mais après Astana aussi, il faut aussi parler dans l'histoire, c'est que c'est pas pour défendre Cofidis forcément, mais quand t'as un actionnariat chinois qui arrive avec autant d'argent, autant de changements et que du jour au lendemain, on va dire les coureurs se subliment aussi. Alors il y a cet effet-là qu'on avait connu, je crois, c'était chez Cofidis justement, je crois il y a quelques années pour se maintenir. Avec l'argent, tu fais beaucoup de choses en vélo. Donc je veux dire, si Cofidis demain il y avait eu un fonds d'investissement français, peu importe, ou européen, ou même chinois qui t'est arrivé, je pense qu'aussi là, ça aurait été pareil. Donc, je veux dire, il faut aussi toujours parler, parce que dire aussi qu'Cofidis travaille mal ou qu'Cofidis fait ci, ça, faut pas oublier l'écart maintenant qu'il y a de budget avec certaines équipes, qui est juste énorme. Et Astana fait partie des équipes maintenant avec des énormes moyens. Donc, on le voit d'ailleurs chez les jeunes, on le voit partout. Donc, voilà. Après, la remontada qu'ils nous font cette saison, très sincèrement. Ça, bien sûr, rien n'est jamais écrit, mais ça aide un moment. Au moment où on parle, là, on enregistre ce mardi après le Giro. Ils sont 4e mondiaux sur la saison. Oui. Mais eux, ils sont maintenus. Après, ça va se jouer entre, je pense, Picnic et Cofidis. Après, Cofidis, de manière générale, c'est pas le Giro là où ils réussissent le mieux. Donc, on va dire que ils pouvaient peut-être pas compter sur cette moisseau de points au niveau du Giro traditionnellement. Donc là, ils ont deux grands tours, le Tour de France qui est dans le pays de Cofidis et le Tour d'Espagne qui est très important aussi parce qu'ils ont voilà. sur le Tour d'Espagne, Cofidis est aussi très très présent. Ouais, puis surtout la Vuelta, traditionnellement, je dirais, après, évidemment, ça peut changer, mais c'est souvent là où tu marques pas mal de points du côté de Cofidis. Donc je dis pas qu'ils vont se maintenir, mais je suis pas pessimiste comme beaucoup le sont parfois sur les réseaux sociaux. Il y aura peut-être du Brian Cocard sur le Tour d'Espagne pour aller chercher des points. On verra. Alors là, la saison de Brian Cocard en ce moment est tellement compliquée, mais ça, c'est un autre débat. Oui, exactement. On a analysé déjà le podium en fait de ce Tour d'Italie. Fallait qu'on en parle parce qu'il y avait quand même pas mal à dire sur la gestion de la fin de ce Giro qui a été très compliqué pour le reste de la course. Bon, Del Toro, alors il a eu le maillot rose, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 étapes. Bon, sauf la dernière, malheureusement. Et puis les maillots roses.
Exactement, les maillots roses ont été sinon Mats Pedersen, Primoz Roglic, Diego Ulissi et donc Del Toro et Simon Yates. Voilà, pour les vainqueurs d'étape, on a eu du Mats Pedersen qui a gagné 3 étapes, Tarling, Casper Van Huden qui en a aussi chippé, Caden Groves, Juan Ayuso qui avait tapé du poing sur la table en fin de première semaine. Et tu vois, quand on je regarde aussi un Dan Houle qui a remporté le chrono, Wout van Aert les chemins blancs, Luc Plapp en échappé, Olaf Koy pour les sprints. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que notamment le week-end de la deuxième semaine devait être un week-end très tranquille. Et c'était le week-end qui a renversé l'intégralité du général. Ça c'est vrai. Mais en fait, quand on dit que c'est les coureurs qui font la course, non, bien sûr, c'est encore la preuve. Oui. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle diversité aussi de vainqueurs. C'était assez intéressant parce que même au sprint, t'en parlais juste avant de Casper Van Huden qui commençait à remporter, qui a fait d'ailleurs un très très beau sprint ce jour-là. Et voilà, c'était aussi intéressant. Alors certes, on a eu Mats Pedersen qui a assommé dès le début du Giro un peu en remportant 3 étapes. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une diversité dans les vainqueurs, dans les scénarios d'étape. Donc non, c'était vraiment un beau Giro. Exactement. Ah oui, quand je parlais de coureurs qui étaient de la même génération de tout à l'heure, je me suis totalement trompé avec Ayuso, mais c'était Olaf Koy et Casper Van Huden. Voilà, les deux néerlandais, 2 pépites du sprint, mais Olaf Koy a éclaté un petit peu avant Casper Van Huden au niveau professionnel. Voilà, très intéressant. Olaf Koy qui a alors annoncé chez Decathlon, mais pas que. Donc ça va être le dossier un peu à suivre. Apparemment. Mais si ça se finalise, bon, sincèrement, c'est une belle pioche. Exactement. Après, oui, c'est ça, exactement. Olaf Koy, Tige Bennett qui est même signé, je crois, visiblement. En tout cas, Tige Bennett à G2R, Decathlon. Exactement. Bon, la bataille des sprinteurs, bon, très rapidement, voilà, la bataille des sprinteurs. Mats Pedersen, en fait, dès qu'il y a une bosse, il fait péter tout le monde, et puis derrière, il remporte le sprint. Je suis déçu de ne pas avoir vu Wout van Aert sur ce début de Giro. On a vu derrière, ça a travaillé pour Olaf Koy. Belle pointe de vitesse. Casper Van Huden, moi, ça me fait plaisir de le voir là. Olaf Koy qui remporte aussi la dernière étape. Bon, ben voilà, en fait, on les a, les vainqueurs sprint. Caden Groves qui est encore toujours aussi régulier, qui claque une étape. Lui qui a déjà remporté classement par points de la Vuelta. On s'y attendait, en fait, on a eu les gros noms et puis au final c'était les noms qu'on a retrouvés dans les victoires d'étape. Oui, alors j'étais un poil déçu si on parle rapidement des sprints. Milan Fretin, j'ai trouvé un peu en retrait. Alors est-ce que c'est pas le gap un peu trop au-dessus? Est-ce que les jambes étaient aussi en panne? Parce que c'est vrai que c'était un Giro difficile également, mais c'était une belle expérience pour lui. Il a fait quelques accessites, je crois qu'il fait notamment une 2e ou 3e place sur une étape, je crois sur celle remportée par Caden Groves, exactement, il me semble. Oui. Mais à part ça, j'étais un poil déçu, je m'attendais à mieux par rapport à son début de saison. Pareil pour Paul Magnier, qui a pas forcément eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois il y a eu un petit truc qui allait pas, mais pareil, c'est l'apprentissage, on va le mettre sur le compte là-dessus. Alors je sais plus qui a dit ça, c'est pas Patrick Lefebvre qui a dit que le Giro c'est pas l'étoile de Bessèges, ou je sais plus, en tout cas quelqu'un qui a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Alors je suis d'accord. Dès qu'il y a une pique contre un quick-step, c'est lui de toute façon. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Mais alors je suis assez d'accord d'ailleurs là-dessus au passage, c'est vrai qu'il a raison, parce que Paul Magnier, là pour le coup, c'est pas inquiétant, mais ça fait quand même pas mal de courses depuis son début de saison tonitruant où il se viande pas mal sur des faits de course. Quand il y a une chute, c'est lui. Quand il y a un truc qui va pas, c'est sur lui que ça tombe. Un saut de chaîne, c'est pour lui. Un mauvais placement, c'est lui. Un sprint enfin voilà. Je trouve que, alors, je dis pas que c'est des gestions de course qu'il faut mieux gérer ou pas. Et puis encore une fois, il est très jeune, mais pour l'instant, on va dire voilà, il va falloir améliorer 2-3 petites choses. On compte sur Quick-Step parce qu'ils ont l'expérience là-dessus. Il vient juste d'avoir 21 ans. On est d'accord. Il vient juste d'avoir 21 ans. C'est toujours pareil. On parlera après des Français, mais je veux dire là, pour le coup, ça symbolise bien le travail qui lui reste à faire. L'année dernière, il faisait le Giro Next Gen. Paul Magnier. Ah ouais, mais encore une fois, voilà, c'est son premier grand tour. Je suis exigeant aussi, voilà. On est exigeant parce que aussi on voit ce qu'il fait avant. Alors après, encore une fois, je vais pas être exigeant avec, alors j'allais dire un nom de coureur, mais bon, Paul Ourselin, par exemple, tu vois, même j'adore Paul Ourselin, qui est un très bon équipier. Mais tu vois, je vais pas avoir la même attente sur Paul Ourselin ou sur Paul Magnier, par exemple. Voilà. Oui, non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Maintenant, 3 semaines, ça doit se gérer. C'est pas facile, il est parti après 2 semaines, voilà, de toute façon la dernière semaine il n'y avait pas grand chose à jouer, mais c'est vrai que le premier week-end, premier week-end en Albanie, non, pas Albanie, mais moi je te parle il fait pas mieux que 127e à la première étape, dès qu'il y a un sprint derrière qui s'est fait, il fait top 10, bon voilà, il est, peut-être pas tout le temps, si je regarde Naples il fait 3, Lecce il fait 7, pour le reste, Viadana il fait 8, bon, il est placé, il s'est montré. On va falloir y mettre l'épaule, voilà, un petit peu plus. Et
trouver la bonne roue. Enfin bon, Voilà, après puis, Paul Magnier. Maintenant, c'est l'objectif championnat de France et puis on verra ce qui se passe. Et puis chez Sprinter, la maturité, elle est pas de suite non plus. Voilà, il y a des talents qui émergent très rapidement, mais au niveau des sprinters, ça demande un peu de roublardise. Ça demande aussi un petit peu le coup d'épaule à mettre. Alors oui, avec la jeunesse, c'est plus facile de mettre la tête ou l'épaule à un moment donné. Voilà, ça demande ça aussi. Et Paul Magnier, bon, je me fais pas trop de problèmes pour lui. On a parlé des sprinters, très rapidement les Français, de manière générale. Nicolas Prodhomme, j'en parlais dans le classement tout à l'heure. Nicolas Prodhomme, c'est la continuité de son tour des Alpes. Première victoire professionnelle. Alors, derrière, il fait le Giro, il remporte sa 2e victoire professionnelle. Très régulier et top 15. Il progresse énormément, c'est super intéressant. Et en plus, moi je trouve que c'est... Au-delà de l'équipier modèle qu'il était déjà, je trouve qu'il ajoute un panel supplémentaire, c'est-à-dire que demain, s'il y a un coureur qui se développe ou un coureur chez Decathlon qui prend le lead au niveau des courses par étapes, il pourra le suivre longtemps et puis il pourrait, par exemple, mais il y a d'autres coureurs aussi qui arrivent, notamment. Mais je veux dire, Nicolas Prodhomme, l'avantage c'est que c'est aussi un coureur qui pourra aussi jouer sur la course, tu vois, pas simplement équipier. Ça, je trouve qu'il est très intéressant. Une très belle progression de la part de Nicolas Prodhomme, qui est un coureur qui a à maturité lente. On n'oublie pas qu'il a 28 ans, qu'il a fait déjà pas mal d'équipes, Cofidis notamment, je crois, j'ai dans mes souvenirs. Il a commencé là-bas. Oui. Voilà, donc un très bon coureur et qui fait plaisir à voir, et voilà, c'est vraiment typiquement le genre de coureur qu'on apprécie en France. Oui, alors il a fait centre de formation d'AG2R, et puis il passé chez Cofidis une année, 2020. Ouais, tout à fait. Et après il est revenu chez AG2R en 2021. Mais coureur régulier, il me fait penser un petit peu, dans la régularité, à Aurélien Paré-Peintre. Alors pas le même style, mais tout à fait. Ouais. Alors c'est quand même alors, je pense que Prodhomme c'est quand même plus fort qu'Aurélien Paré-Peintre en montagne. Aurélien Paré-Peintre qui est toujours ce coureur top 20, tu vois. Oui. Dans tu vois ce que je veux dire. Alors peut-être, oui, mais c'est top 20 réguliers qui peuvent se mettre au service derrière. Mais je pense que Paré-Peintre il a plus le profil, comment expliquer, passe-partout, tu sais, mais qui sprint très bien, qui peut. Alors que Prodhomme, il faut vraiment de la haute montagne. Je pense que c'est plus dans ce style grimpeur pur, alors que Paré-Peintre ce n'est pas un grimpeur. Moi je maintiens que c'est pas un grimpeur. Les meilleurs Français du dernier Tour des Flandres, notamment Aurélien Paré-Peintre. Mais voilà, Nicolas Prodhomme, c'est vraiment. Voilà, par exemple. Tout à fait. Oui. Mais ça, on a le don, mais moi je dis en France, quand tu vois certains profils de coureurs, moi je maintiens que sur Chouchou Gaudu c'était pareil, on en a déjà parlé dans Vélo Podcast, c'est qu'on a le don de mettre dans des cases des coureurs qui ne c'est pas les bonnes cases. Sur Gaudu, on l'a fait passer pour un coureur de course par étapes pendant très longtemps, je trouve que c'est pas son domaine. Aurélien Paré-Peintre, on l'a vendu comme grimpeur à l'époque, souviens-toi quand il arrive. Pareil, je trouve qu'il a beaucoup plus le profil d'un presque un Flandrien dans certains points, mais en tout cas un chasseur d'étapes, un peu dans des belles échappées, mais qui sent bien les coups, qui sprinte bien, qui grimpe bien quand même, mais pas tant que ça. Enfin, je trouve qu'il y a des moments, on a le don de les foutre dans des cases pour rien. Après, c'est un peu le problème quand on a un grand tour comme le Tour de France dans notre pays, c'est que on veut tout de suite aussi les mettre pour jouer général d'un grand tour, et donc du Tour de France, Tour de France. Sauf qu'il n'y a pas de malheur en fait dans une carrière à aller claquer des étapes, à aller claquer des classiques. Mais tout à fait. Et tu te souviens peut-être plus facilement du gars qui a fait 35e mais 2 victoires d'étape que du gars qui a fait dans l'anonymat une 15e place. Alors là, il fait 15e avec une victoire d'étape, mais bon. Un exemple qu'on entend maintenant sur Eurosport, alors même si lui, il est arrivé quand même faire grâce à ses échappées, des top 10 facilement, c'est David Moncoutier. David Moncoutier, c'était pas forcément le meilleur coureur sur les courses par étapes, mais c'était un excellent grimpeur. Il a gagné, je sais pas combien d'étapes. Il a un super palmarès et on le retient pour ça. Exactement. Le maillot à poids, et on le retient pour ça. Et je pense pas, tu vois, que c'était un coureur qui se disait, je vais gagner le Tour de France un jour. Pourtant, il grimpait très bien, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment ça qu'il était à sa place. Tout le monde te dira que David Moncoutier était un ovni dans une époque qui était pas très belle aussi du cyclisme. Il y a aussi ça dans la dimension David Moncoutier. Peut-être, oui, tout à fait. Mais regarde, par exemple, tu vois, par hasard, j'allais sur sa fiche, 4 étapes en Vuelta, 2 étapes du Tour de France, 4 maillots à pois sur la Vuelta. Enfin, on parle d'un coureur et il remporte des étapes au Dauphiné, il remporte des étapes sur d'autres courses un peu plus petites, mais enfin voilà, vraiment on parle d'un super palmarès. Tu te souviens plus facilement d'un David Moncoutier qu'un Cyril Dessel ou d'un Sandy Cazard? Alors Sandy Cazard peut-être mais oui, tu as raison. En fait, je pense que oui. Alors disons, il a peut-être un meilleur palmarès. Sandy Cazard, je le retiens parce que c'est peut-être mon époque, alors c'est peut-être pour ça. Mais parce qu'on était ado et voilà. À fond. Mais Cyril Dessel, je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait une bonne comparaison. Faut qu'on dise un petit mot de Romain Bardet quand même,
même. Romain Bardet Oui. qui termine 26e de ce Giro. Bon, il aura tenté. Romain Bardet, ben en fait, voilà, il va prendre sa retraite dans quelques jours. Je suis tellement déçu qu'il n'ait pas gagné l'étape là où il fait deuxième et où. Est-ce Léo que ça Del résume Toro, pas la carrière de Romain Bardet? Ouais. Non, mais encore Mais une je suis fois, tellement c'est- déçu pour lui. Ça aurait été tellement Non, beau mais- qu'il ouais. remporte une étape là sur le Giro. Ça c'est vrai. Après, moi je trouve que c'est pas le point final, mais si sa dernière victoire c'est la victoire sur le Tour de France, À Brioude, écoute, sur le écoute. Dauphiné, il termine. Non, oui, mais je veux dire, l'année dernière sur le Tour de France, c'est sa dernière victoire si je me trompe pas, sur le Tour de France quand il remporte la première étape. Et ben oui, il me semble. Oui. Donc franchement, si c'est ça la dernière victoire de Romain Bardet, moi je retiens cette image parce que Ah, oui, c'est franchement, remporter une étape comme ça, comment il l'a fait, tu vois, je retiendrai pas forcément peut-être cette année-là, et encore, il a fait des choses quand même correctes cette année, mais je veux dire, voilà, si tu me dis la dernière victoire de ça, Romain Romain Bardet, c'est Bardet qui celle-là. fait pas l'année de trop, hein, parce que il fait 10e du Tour des Alpes, en préparation. Il fait un baroud 9e. d'honneur. Il fait 9e à Castelraimondo à la 8e étape. Il fait 4e à Asiaggio à la 15e étape. Il fait 2e à Bormio, donc derrière Del Toro à la 17e étape. Il aura tenté dans le dernier week-end. Et c'est pas l'année de trop hein, pour Romain Bardet, vraiment. Hein. Ah non, c'est clair. Non, je suis tout à fait d'accord, c'est pas du tout l'année de trop, mais après, c'est. Voilà, moi, je te dis, encore une fois, je préfère vraiment retenir ce Bardet avec le sourire aux lèvres sur le Tour de France. Alors oui, j'aurais bien aimé qu'il gagne une étape sur le Giro, ça aurait été super beau. Mais s'il gagne une étape sur le Dauphiné, ce sera magnifique. S'il ne remporte pas, dans quelques années, je retiendrai vraiment cette image-là. Exactement. Je regarde l'étape de Brioude du Dauphiné. Ah, et ça part de Brioude, ok. Ça part de Brioude. Bon, il y a la deuxième étape qui arrive à Issoire. Issoire, c'est pas très loin de Brioude, c'est dans le même coin. Faut qu'il arrive à claquer une étape là, sur le Dauphiné. À côté de chez lui, ça serait magnifique. Ah, ça c'est vrai, clairement. Ah, ça serait vraiment magnifique. Bon, voilà. On va espérer pour Romain Bardet, Rémi Rocha qui nous aura fait plaisir en montagne aussi, le copain de Vélo Podcast. Ça, franchement, c'était assez cool. Je vais le faire en bref hein, pour la groupe AMFDJ parce que sincèrement, ils ont traversé ce Giro. Voilà. Bon, Ouais. David Gaudu, très compliqué. Et est-ce que pour toi, il aurait dû abandonner à un moment donné? Il est arrivé au bout, 66e, 3 heures au final. Après, c'est toujours facile à dire maintenant mais après, je peux aussi comprendre qu'il essaye par rapport à ce qu'il avait préparé pour ce Giro. Donc, est-ce que tu peux reprocher à un coureur de se battre? Non, donc je reprocherai Est-ce pas. qu'il s'en sert de préparation au Tour de France? Peut-être oui, par contre. J'espère, et puis j'espère surtout qu'il a pas trop de séquelles physiques, ouais. Parce que on se souvient qu'il est passé à travers du Tour de France l'année dernière à cause d'un Covid qu'il avait chopé avant, et qu'au final il s'en était servi comme préparation pour le Tour d'Espagne où il avait été très bon sur le Tour d'Espagne dans la foulée. C'est tout ce que j'espère pour David Gaudu, vraiment. Pour le coup, très sincèrement, et Rémi Rocha, voilà, moi il m'a vraiment fait plaisir, il a pris les étapes, il a pris les échappées, et voilà, il fait 5e à Sestrières, c'est quand même une place plus qu'honorable, il fait 4e à Vicenza, et au final, il aurait été quand même sur les 3 semaines assez bon, assez régulier. Et bon voilà, c'est cool de le voir aussi à cet endroit-là au classement général. Les Français, on en a fait le tour de manière générale. Je vais te donner, le classement des Français. Il y en a pas beaucoup en toute façon. Il n'y en a pas beaucoup. Paché qui fait Quentin Paché 64e, 2 places devant Gaudu. Dorian Godon qui fait 84e. Guglielmi 94e pour la Arkea. On ne sait pas s'il repart la saison prochaine. Enzo Paleni 112, Anthony Perez 124, Clément Davy 137 et Nicolas de Beaumarchais 140e. Arkea, donc Arkea BNB Hotel qui a traversé ce Giro comme moi, quand je sais pas si je traversais ce Giro, je pense qu'ils ont vraiment pas fait grand chose, mais à noter quand même, je tiens à dire, parce que c'est un coureur que je suivrai attentivement, c'est le Norvégien de l'Arkea qui fait 22e, Emret. Tu le tentes le nom? Schwedstad Barsteng, je sais pas comment on peut le dire, mais on va l'appeler Emret. En tout Emret, cas, Schwestad Bartseng. voilà. Merci Guillaume. Ouais. Et bien ce coureur, 22e du général final. il est à suivre, et puis on sait bien qu'Arkea ça va être compliqué l'année prochaine. Si je suis la FDJ et par rapport aux difficultés financières, c'est un des coureurs sur lequel je me pencherai du côté d'Arkea. Exactement. Je pense FP qu'on a fait un peu le tour dans les tops, les flops du classement général, enfin même de ce Giro de manière générale, les coups de cœur, un peu les déceptions. Je pense qu'en coup de cœur, on peut sincèrement y mettre un Matthias Vacek, un Egan Bernal, notamment, qui ont été quand même deux grands animateurs avec Richard Carapaz aussi
de ce Giro? Moi, le coup de cœur, oui, je suis clairement aussi comme toi pour Egan Bernal. Ça faisait plaisir de le revoir à ce niveau. Et puis offensif aussi, surtout. Je mettrais aussi un autre coup de cœur sur Derek G aussi, qui a fait un très beau Giro, 4e, on l'oublie pas. Exactement. Pas dans l'anonymat, mais un peu en sous-marin. Mais... Ces fameux coureurs, voilà, que tu vois pas trop, mais qui fait quand même 4e. Et puis c'est à noter. Et puis c'est un joli coureur. Et puis tu disais quoi dans les flops? C'est ça? Après, tu voulais savoir les flops, ceux qui t'ont déçu? Oui, moi j'en ai un qui m'a déçu, c'est Tom Pidcock. Hein. Alors lui il a traversé, il fait 16e et derrière deuxième flop Antonio Tiberi 17e. Oui, bon après, oui, tout à fait, ouais, ça c'est vrai. Après Tiberi, il a pas tombé. Il me semblait qu'il était, ou en tout cas qu'il avait, il avait des soucis, mais voilà. Après, il y a d'autres soucis aussi. Puis on a parlé des tactiques. Je pense que dans les flops, on est bien. Oui, après, il y a plein d'autres choses pour Antonio Tiberi. C'est pour l'anecdote, mais non, Tom Pidcock, moi je le mets dans les flops parce que je m'attendais à beaucoup mieux de sa part. Et puis sur la Q36.5, qui est vraiment l'équipe qui roule sur le devant du peloton, sur la demande des organisateurs, certes, mais qui roule aussi quand il n'y a pas de coureur devant, enfin quand il y a pas de coureur pour gagner l'étape, et c'est notamment pour ça que Romain Bardet s'est bien fait rattraper également, et on n'oubliera pas ça. Ouais, bon, là, il voulait justifier peut-être l'invitation sur le Tour d'Italie. Bon, voilà, on clôture ce podcast spécial Tour d'Italie. On en a parlé de manière générale. On a donné notre avis sur le Tour d'Italie. On a donné un bon 14-15 tous les deux sur 20 sur ce Giro. On a parlé de Simon Yates, le grand vainqueur du podium et de la bataille Del Toro Carapaz, enterrement de toute première classe et non pas de première classe. Et puis derrière, des Français, des tops, des flops. Bref, comme d'hab dans Vélo Podcast, vous avez tout ce qu'il vous faut. FP, je voulais remercier aussi ceux qui nous ont écoutés. J'ai fait un petit journal du Tour d'Italie pendant ces 3 semaines pour récapituler un petit peu les grands faits marquants, voilà, avec les commentaires d'Eurosport un peu pour alimenter ce Giro Flash. Voilà, je recherchais le nom. FP, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques jours pour la présentation du Dauphiné. On va avoir pas mal à dire là aussi parce que piste aux étoiles. Hein. Exactement. C'est comme tu dis, ouais, là, il y a vraiment tout le monde. Tout le monde est là, sauf nous, mais on peut pas le Dauphiné, mais on suivra ça de loin. On peut pas, mais on sera devant. Là, il n'y a pas de problème. Et puis, on est dans le banc d'enchaînement. Hein. La Giro, Roland-Garros, Dauphiné. Il y aura même le Tour de Suisse. Alors, FP, le Tour de Suisse, ils sont pas trop déprimés de voir une... Alors... Bon, ouais, c'est chez les Suisses allemands, donc ça m'intéresse moins. Cela dit, alors je dis ça, c'est Suisses allemands, mais ils arrivent près de chez nous, donc ça c'est près de là où j'habite, donc peut-être que je vais aller voir une étape. Il y a une arrivée pas loin de là où je suis. Mais oui, au-delà de ça, c'est vrai que ça va être décevant parce que je crois qu'il y a Joao Almeida annoncé, Julien Alaphilippe qui donc doit honorer son contrat Tudor, j'imagine. Mais c'est vrai que la start list, ça risque d'être très très pauvre. Quand tu sais que t'as déjà les 3 premiers du dernier Tour de France qui sont sur le Dauphiné, c'est quand même compliqué d'avoir une start list derrière qui tienne la route. Bon, FP, je te laisse rappeler les plateformes sur lesquelles on est. On y va. Oui, évidemment, Spotify, Deezer, on est sur YouTube également. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux, évidemment. Puis voilà, n'hésitez pas à commenter ou à liker, aussi à mettre des étoiles, 5 étoiles si vous avez apprécié, 1 si vous n'avez pas apprécié, mais on espère que vous avez apprécié ce podcast. Exactement. Allez, merci à toutes et à tous, et puis à bientôt sur Vélo Podcast. Et à très bientôt. Dans quelques jours, la présentation du Dauphiné. Et oui, le Tour de Suisse, on n'en parlera peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Allez, ciao. Ciao.